Est-ce que c'est une liste place publique PS ou est-ce que c'est une liste PS place publique? C'est une liste qui est construite par le PS et Place Publique et qui est menée par Place Publique et par le PS. Cette liste Réveiller l'Europe, elle propose 338 mesures sur 7 thèmes principaux. Quel est votre bilan en tant que de la mandature passée? On a un bilan dont on n'a pas à rougir. On a eu 6 élus en 2019. Vous aviez d'ailleurs interviewé Sylvie Guillaume. Oui. Et elle a été présidente du groupe, une présidente de combat. C'est Nora Mebarek qui a pris la suite. Et nos 6 députés ont réussi à faire passer des textes, ont été vraiment dans la construction et vraiment joué leur rôle dans une période qui a été compliquée. L'Europe a traversé la Covid et a su apporter des réponses à un niveau européen. Et je crois que pour la première fois, on a montré que l'Europe pouvait être un outil du quotidien et arriver en protection des populations, ce qui est quand même le rôle pour lequel elle avait été créée initialement, nous protéger de la guerre, de la faim, avec la politique agricole commune. Donc on a vu une autre Europe et qui est capable de répondre à des défis. Et donc le groupe a vraiment joué son rôle. Si je devais citer dans les quelques mesures, peut-être la directive sur les travailleurs qui a été passée par Nicolas Schmit et les travailleurs indépendants, vous savez, l'ubérisation dont on parle beaucoup. Donc là, ça a été passé par Nicolas Schmit, qui serait notre président de la Commission européenne si le groupe social-démocrate était le premier groupe en nombre au niveau du Parlement. Donc actuellement, dans la mandature précédente, vous étiez le 2e groupe, avec 144 députés, des 26 pays. Il y en a un apparemment qui n'avait pas de membres dans votre groupe. Il y a 7 grands thèmes. Le premier grand thème, qui apparaît fortement et qui est porté ardemment par Raphaël, c'est l'Ukraine. C'est donc réarmer l'Ukraine en Europe pour la défense. Alors, je préciserai, il ne s'agit pas de réarmer la défense vis-à-vis de l'extérieur. C'est effectivement aujourd'hui un front qui est ouvert en Ukraine. Si l'Ukraine ne tient pas, c'est l'Europe qui est concernée directement juste après. Et c'est d'ailleurs, on pense, le risque. C'est pour ça qu'il faut prévenir les risques. Ça ne veut pas dire qu'on souhaite aller en guerre. Mais ce qu'on prévoit, c'est de réarmer l'Europe avec un fonds de 100 milliards d'euros. Qu'on peut financer, vous avez le détail dans notre programme, tout ça a été calculé. L'idée, c'est aussi de se défendre vis-à-vis des ingérences étrangères qui menacent directement nos démocraties. Je pense à la Chine, pas seulement à Poutine, et on l'a vu récemment, Raphaël a dirigé la commission sur les ingérences étrangères et a pu démontrer, et l'actualité malheureusement le démontre, aujourd'hui encore, que nous avons des puissances étrangères qui s'immiscent, y compris dans nos réseaux sociaux, pour amener des fake news, et il en est la première victime, puisqu'on a beaucoup de fake news qui circulent au sujet de Raphaël Glucksmann. Puis aussi, par rapport aux oligarques et à l'État russe qui a des milliards dans les banques en Europe et ailleurs, l'idée c'est de confisquer, de récupérer. Très clairement, c'est avec cette confiscation des avoirs russes qu'on pourrait financer ces 100 milliards. Parce que c'est 206 milliards d'euros qui sont pour l'instant gelés. Pour l'instant gelés et pour lesquels le droit international nous permettrait de les confisquer du fait de la position de la Russie. Alors, deuxième grande mesure, ligne directrice, c'est donc faire du Made in Europe dans 3 domaines, l'industrie, la transition écologique et le numérique. Avec un programme, une mise en place Buy Europe Act, acheter européen. Fabriqué en Europe et acheté européen. Et vous avez oublié dans ce que vous avez cité le médicament. Oui. Parce qu'aujourd'hui, si on veut récupérer notre souveraineté européenne, j'entends, cette Europe puissance dont on parle, elle récupère effectivement ces 4 souverainetés sur l'industrie, sur l'agriculture, sur le numérique et donc sur la santé, en produisant elle-même et en encourageant à relocaliser les productions. C'est une façon de reprendre la main sur notre destin, de ne pas être à la merci d'autres. On l'a vu sur les masques, on n'était même plus capable de fabriquer des masques. Mais il faut aussi le piloter dans la durée. Et là, je sais qu'on a peu de temps, mais c'est un exemple qui me semble assez illustrant. Sur les masques, l'Europe a passé un texte pour permettre aux services de santé d'acheter des masques fabriqués en Europe et d'être financés pour la différence, pour les services publics qui achèteraient, d'être financés de la différence pour éviter d'acheter les masques faits en Chine.
Aujourd'hui, il n'y a plus aucun masque fabriqué en France qui est acheté, tout simplement parce qu'on ne s'est pas occupé de la mise en œuvre. Donc on a du discours, mais on n'a pas d'agenda et on n'a pas de façon très concrète de mettre en œuvre. Personne au ministère de la Santé s'est occupé de dire aux hôpitaux « vous pouvez acheter des masques faits en France et on vous financera la différence grâce à un programme européen ». Dans notre projet, c'est une vision de l'Europe à 2030, mais c'est aussi tout l'agenda très concret sur comment on peut mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne vend pas du vent, on ne vend pas des promesses, on vend réellement une construction européenne qui est possible. Alors comment on fait pour reconstruire une industrie qui est partie depuis des dizaines d'années, qui est partie en Chine ou dans des pays émergents? On retravaille les règles de l'OMC. Les règles de l'OMC n'ont pas été descendues du ciel. C'est bien une construction humaine et qu'on peut déconstruire exactement de la même façon. Aujourd'hui, c'est un dogme sur lequel on peut revenir. On peut construire des règles qui nous protègent, non seulement par une taxe carbone aux frontières, qui éviterait d'avoir par exemple des panneaux photovoltaïques de la Chine qui inondent le marché en quelques semaines et qui font couler une grande industrie comme Systovi, qui est en grande difficulté, qui est en redressement et qui était un des derniers producteurs en France de panneaux photovoltaïques. Oui, parce qu'on rappelle que la Chine a diminué ses prix et subventionne ses panneaux pour les faire bas prix. Donc forcément, bas prix, ils inondent le marché et détruisent l'industrie européenne. Exactement. Donc il faut se défendre contre ce dumping-là et on a des outils pour ça. Donc que ce soit la taxe carbone ou la révision des règles de l'OMC avec la façon de protéger en achetant européen en priorité, notamment au niveau de nos services publics. Alors, on parle de photovoltaïque, donc on parle d'énergie. Alors, quelle est votre position par rapport au nucléaire, parce que c'est un grand débat. François Hollande a été critiqué pour avoir fermé la centrale en Alsace. Quelle est votre position et quelle est votre position par rapport aux énergies renouvelables et globalement par rapport à l'écologie, parce que tout ça, c'est lié. Sur l'énergie, l'objectif, c'est d'arriver à un mix énergétique, en tous les cas, c'est ce qu'on défend, de 75% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on sait très bien que l'énergie renouvelable, elle est en partie intermittente, parce que quand vous faites de la méthanisation, ça produit, le gaz va se produire y compris la nuit. Pour les panneaux photovoltaïques, c'est plus compliqué. Oui, la nuit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le vent ne souffle pas tout le temps, donc il faut quand même avoir une façon de produire de manière fixe et de compenser, tant qu'on n'aura pas inventé du stockage d'énergie simple et peu cher. Donc l'énergie nucléaire, elle va continuer d'accompagner la transition énergétique encore de nombreuses années. Donc on n'en fait pas un point dogmatique, en tous les cas, sur lequel on serait opposé. Alors, il y a aussi les bâtiments, vous avez un programme, parce que en France, depuis très longtemps, beaucoup de bâtiments, c'est des passoires énergétiques, donc vous avez un plan. On a aujourd'hui dans le programme, peut-être pas le temps de détailler, mais un point qui me paraît important, c'est un plan Marshall. Un plan Marshall sur les bâtiments et sur la rénovation énergétique des bâtiments, en commençant, parce que quand on a des valeurs de gauche, on est attaché au service public, et donc en commençant par les écoles. Isoler l'ensemble de nos écoles, ça permet des économies d'énergie. En parallèle, faire du logement une priorité également en termes de rénovation énergétique, puisque ces passoires, c'est une des parts les plus importantes de la consommation d'énergie et donc d'émissions carbone. Je rappelle qu'on est dans une situation de dérèglement climatique et que sans action énergique de notre part, on ira droit dans le mur. Tout le monde n'en est pas forcément conscient, mais je crois qu'aujourd'hui, en tous les cas, je l'espère, la cause humaine de l'origine du dérèglement climatique, elle est scientifiquement prouvée. Alors, Donc on peut dire que Réveiller l'Europe, c'est une liste très écologique. C'est une liste de puissances, et une puissance qu'on redonne via plusieurs axes, dont l'écologie. Et le pari de Raphaël Glucksmann et de l'ensemble de la liste, c'est de dire que allier puissance et écologie peut permettre aujourd'hui de donner un avenir à l'Europe. Moi, j'en suis convaincue. L'écologie et le fait de lutter contre le dérèglement climatique nous permettra d'assurer un avenir commun et qu'on peut construire ensemble, plaisir même. Parce que c'est une nouvelle société qu'on dessine. Quand on parle de sobriété, ça ne veut pas dire une société de privation. Quand vous faites attention à éteindre vos lumières, quand vous faites attention à ne pas faire de trajets inutiles, moi, dans mon village, je prends systématiquement mon vélo pour me déplacer, mais ça fait déjà plusieurs années, je n'ai pas attendu. C'est un vrai plaisir, en fait. Et vous proposez un ticket climat. C'est, alors là, pour resituer ce dont il s'agit, le ticket climat, c'est favoriser les transports en commun. Parce que demain, la part d'énergie aussi qui est utilisée pour les transports explique en très grande partie le dérèglement climatique. Donc,
on proposera un ticket climat qui permettra d'accéder à l'ensemble des transports en commun à un prix fixe sur l'ensemble du territoire européen. Vous avez eu Erasmus pour les études, mais on peut imaginer un ticket climat pour encourager les Européens à se déplacer autrement de manière beaucoup moins carbonée. Il y a un gros sujet qui peut-être est important, mais qui parfois pollue la campagne, c'est l'immigration. Bon, on connaît le côté humaniste et militant par rapport aux droits de l'homme, par rapport aux droits des Ukrainiens de Raphaël Glucksmann. Bon, certains disent que sa politique immigratoire, que vous allez nous préciser, est un peu bisounours. C'est une proposition qui est humaniste et réaliste. Raphaël Glucksmann est loin d'être un bisounours. Je crois qu'il l'a démontré avec ce qu'il a traversé. Quand on choisit de rester dans une guerre pour aller défendre les droits humains, quand on choisit d'aller au Rwanda, voir les fosses, etc., on est loin d'être un bisounours. Et justement, c'est son réalisme et son pragmatisme qui l'amène à proposer ce que certains font de manière dissimulée. Je pense notamment à Mélanie qui avait annoncé qu'elle fermerait toutes ses frontières et qui aujourd'hui autorise 450 000 migrations possibles sur le territoire italien. Aujourd'hui, nous, on propose d'avoir une façon d'accueillir la migration qui soit limitée à nos capacités économiques et à nos besoins en termes de travail. Et pour pas être hypocrite et ne pas, parce qu'on peut nous faire le reproche aussi de se dire vous allez attirer les personnes qui vous intéressent et puis laisser mourir les autres, en résumé, on a pu entendre ça. Non, l'idée c'est aussi d'avoir un visa permanent, c'est-à-dire la possibilité à un moment donné de travailler en Europe, mais parce que vous êtes autorisé à y travailler, vous avez la possibilité de repartir chez vous, de faire bénéficier votre pays des ressources que vous avez eues et éventuellement de revenir parce que le travail et l'économie le nécessitent. Pour l'immigration légale, on peut comprendre, mais bon, on sait très bien qu'il y a une immigration illégale qui arrive en Méditerranée avec un nombre de morts impressionnant ou qui va en Angleterre par la Manche, qui arrive de façon illégale en France. On retravaille sur le droit d'accueil de ces réfugiés. Aujourd'hui, il n'est pas question pour nous de les remettre à la mer. Donc vous, il n'y a pas de deuxième frontière, troisième frontière, il n'y a rien. Il n'y a pas de deuxième frontière, il y a le droit international et le droit de la mer. Quand vous êtes en mer, vous avez le devoir et l'obligation de porter secours aux personnes qui sont en détresse. Donc ça va être le premier point. Le deuxième, c'est de retravailler avec l'ensemble des pays européens pour que la charge ne soit pas uniquement externalisée comme elle l'est actuellement. Et ça, c'est un travail de fond et qui sera fait avec une vision là aussi humaniste et réaliste. Pour les immigrants qui arrivent en France, qui vont demander le droit d'asile, comment on les accueille? Parce qu'actuellement c'est très long, qu'est-ce qu'on fait pour eux? Alors il n'y a pas que l'Europe qui est en jeu dans cet accueil-là. On est sur l'application du droit des réfugiés, donc qui est un droit international et qui est décliné ensuite dans sa mise en œuvre par les pays. Ce qu'on propose dans nos mesures, c'est d'avoir une harmonisation des règles, donc c'est la mesure 243 pour ceux qui voudront aller regarder le détail du programme, mais d'avoir des normes uniformes d'accueil dans l'Union européenne et garantir des droits qui soient les mêmes, avec derrière une intégration efficace, parce qu'on se crée aussi du dumping entre pays si les normes et la façon de traiter les dossiers des réfugiés ne sont pas les mêmes. Alors il y a aussi une proposition de loi pour une Europe féministe et humaniste. Bon, on a compris que le mot humaniste pour cette liste était très important. Alors il y a donc féministe. Vous voulez introduire une clause de l'européenne la plus favorisée. Alors qu'est-ce que c'est cette européenne, cette clause de l'européenne la plus favorisée? Les listes ne sont pas féministes, loin de là. Et mais dans le discours peut-être, non? Même pas. Dans le discours, pas tant que ça. Et je ne crois pas que vous trouverez beaucoup de programmes dans lesquels il y a des propositions féministes qui ont aussi été co-construites avec les organisations féministes. Et nous, on avait des panneaux à un moment donné socialistes, donc féministes. Et je pense que c'est valable tout à fait pour Place Publique aussi. Donc pour vous répondre sur la proposition de la clause de l'européenne la plus favorisée, c'est une proposition qui parlera donc à ce secteur-là plus facilement. C'est Gisèle Halimi qui proposait cette clause de l'européenne la plus favorisée. C'est l'idée que quand un droit est plus favorable pour les femmes à un endroit donné, il doit être le même pour l'ensemble des pays de l'Europe. La défense des femmes qui sont victimes de violences est exemplaire en Espagne. On étend la mesure à l'ensemble de l'Europe. Au niveau institutionnel, bon, l'Europe de 27, c'est un peu compliqué. Donc, il y a un droit de veto, mais pas sur tout, parce qu'il y a des gens qui disent la France a le droit de dire non, non. Donc, il y a un droit de veto sur la politique étrangère, la défense et la fiscalité. Et après,
pour les autres sujets, il n'y a pas de droit de veto. Alors vous voulez aller plus loin. On veut revenir sur ce droit de veto, et notamment sur la fiscalité. Si on veut lutter et avoir une harmonisation, lutter contre les paradis fiscaux et avoir une harmonisation des taux de fiscalité en Europe, que ce soit sur l'entreprise ou la taxe qu'on propose sur les multimillionnaires ou sur les profiteurs de guerre, puisqu'on a eu quand même des bénéfices extraordinaires qui ont été réalisés, ça veut dire que précédemment, il faut passer à un vote à la majorité pour obtenir ces évolutions législatives-là. Oui. Alors actuellement, on croit peut-être que le Parlement européen peut faire des lois, comme le Parlement français ou ailleurs peut le faire. C'est pas le cas. Alors vous voulez que le Parlement européen puisse proposer des lois. Que le Parlement puisse proposer des lois, et d'ores et déjà, on a la possibilité, par des initiatives qui sont signées par 1 million d'Européens, de proposer, mais c'est compliqué. 1 million, oui. C'est comme ça qu'on propose l'initiative Tax the Rich, qui peut tout à fait atteindre les 1 million de signatures, et elle est toujours disponible à la signature. Donc là, l'idée, c'est de donner encore plus de pouvoir législatif au Parlement. Plus d'initiatives au Parlement, et donc plus de poids et de parole aux citoyens européens qui, pour l'instant, ne se reconnaissent pas forcément dans la façon dont on construit les textes en Europe. Oui. Alors, vous avez plein de propositions, on a dit, plus de 300, donc on ne peut pas malheureusement aller dans le détail. On va finir par l'agriculture, puisque l'agriculture, la transition, les pesticides, etc. Quelles sont vos propositions par rapport à l'agriculture européenne ? C'est principalement, je dirais, si je dois le résumer en peu de temps, c'est reconnecter l'agriculture et l'alimentation pour assurer une souveraineté alimentaire, avec des mesures notamment autour de la politique agricole commune, passer à une politique agricole et alimentaire commune. On voudrait passer une initiative sur des territoires zéro faim, avoir un travail sur l'inflation alimentaire et notamment prévenir l'augmentation des prix avec une agence sur la transparence des prix de l'alimentation. Bref, faire en sorte que l'alimentation, c'est pas un bien comme les autres. La terre n'est pas non plus un bien comme les autres, donc on propose aussi des mesures pour protéger le foncier et assurer la transition des nouvelles générations, assurer le renouvellement, puisque la moitié des agriculteurs vont partir à la retraite et ne trouvent pas forcément de repreneurs. Donc ça s'accompagne. Il faut un gros programme au niveau européen et investir dans l'agriculture, tout simplement parce que c'est la façon de nous nourrir et c'est la façon de préserver de notre santé, et celle aussi des agriculteurs qui ont besoin aussi qu'on leur garantisse un revenu pour nous assurer cet avenir en commun. Alors au niveau culturel et au niveau jeunesse, quelles sont rapidement vos propositions ? Alors on a des propositions pour assurer un avenir en fait à l'Europe, et la culture en fait partie. On propose de doubler le budget sur l'Europe créative, donc qui accompagne en fait tous les projets en termes d'acteurs institutionnels, culturels. Et puis concernant la jeunesse, on propose une allocation d'autonomie. Aujourd'hui, on constate la grande précarité chez les jeunes. Leur assurer un avenir, c'est aussi leur assurer une possibilité de se projeter vers l'avenir. Et c'est pas la paupérisation qui permet de se projeter. Une sorte de RSA européen ou pas ? Non, je ne crois pas. Aujourd'hui, on a notamment la garantie de l'emploi sur laquelle Aurore Lalucq a beaucoup travaillé. Donc on serait plutôt dans cet état d'esprit. L'objectif restant l'emploi et de construire un projet. On construit un avenir, pas pour un revenu de remplacement. Le 9 juin, vous aurez l'opportunité de choisir quel avenir vous voulez pour l'Europe. L'Europe n'est pas un objet éloigné, c'est ce que l'on en fait collectivement. On vous propose aujourd'hui une façon de construire une Europe puissante, une Europe écologique, une Europe solidaire, juste, intègre. Vous avez 338 propositions, sans les étudier toutes, et en espérant que les quelques minutes que vous avez pu regarder sur Chalon TV précédemment vous auront convaincu. Le 9 juin, vous pouvez faire le choix de prendre en main votre avenir européen, et de choisir avec nous de réveiller l'Europe et de nous construire collectivement des demain plus heureux, souriants. Et c'est avec une grande joie qu'on mène cette campagne avec Raphaël Glucksmann. Donc le 9 juin, faites le choix de réveiller l'Europe avec nous.